J'ai vu trop de créatifs se perdre. Ils ont tout, mais ils savent pas vendre. Quel que soit le talent que tu as, si tu ne vends pas ce que tu as, si tu fais pas ça, t'as pas de business. Pour toi, quelles sont les compétences que cette personne doit développer pour pouvoir réussir? C'est le talent, de l'intelligence pratique, un esprit créatif. Comment est-ce que ce rêve africain se construit à travers ce que tu fais? Je ne suis pas venu pour la passion, hein. Non, je veux gagner de l'argent. C'est la première règle quand on veut entreprendre, comprendre le marché. On n'a pas besoin d'être à Washington DC, au Canada, pour réussir, quoi, pour briller, quoi. On peut être en Afrique, on peut être à Dakar, on peut être à Cotonou, on peut être à Abidjan et créer quelque chose, une entreprise qui fait des chiffres d'affaires de milliards. Bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle. Je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de surtout activer la petite cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus régulièrement. Aujourd'hui, j'ai un invité très intéressant qui va nous apporter sa perspective sur des sujets. Je ne vais pas vous dire maintenant. Je reçois M. Omar Mansali, le CEO du groupe Elma Group, et qui est à Dakar, mais qui travaille sur toute l'Afrique. Bonjour Omar, comment vas-tu? Bonjour Nabou. Ça va, tu vas bien? Très bien, je suis... Bienvenue sur Nabou Fall Merci, officiel. je suis très ravi de participer à ce podcast. Je t'en prie. Alors Omar, ma question c'est toujours à mes invités, qui es-tu? Bon, je pense que c'est Pascal qui disait que le mot est haïssable, mais je vais tenter de me définir ou bien de me présenter. Je suis El Hadj Omar Massali. Je suis né à Sédhiou. Sédhiou, c'est dans le sud. Du Sénégal. Il faut expliquer, Sénégal. On a des auditeurs du monde entier. Voilà, donc le sud du Sénégal compte 3 régions. Il y a la région de Sédhiou, il y a la région de Ziguinchor. C'est Ziguinchor qui est la capitale de la Casamance. Voilà. Mais Sédhiou était la première capitale. Ah, j'ai jamais su ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a Kolda. Donc, moi, je suis né à Sédhiou. Donc, je suis né dans une famille où j'ai un père fonctionnaire qui est instituteur et d'une mère qui était secrétaire de ma ville, en fait. Donc, qui travaillait à la mairie de Sédhiou. Et comme tout fils de fonctionnaire, voilà, j'ai grandi dans un cadre... où déjà il y avait les dispositions pour briller dans les études. Donc, mon père tenait beaucoup à ce qu'on réussisse à l'école. Et tout était en place, quoi, franchement. Je n'ai pas connu une enfance où, comme certains, bon, je pouvais rester sans manger ou sans avoir des fournitures pour aller à l'école. Tout était OK. Donc, il y avait la rigueur qu'il fallait aussi, parce que tout le monde sait que souvent les fils d'instituteurs, pour la plupart, il y avait une certaine rigueur qu'il fallait avoir. Donc, on respectait les heures d'études, voilà, il y avait un suivi dans la formation et tout. J'avais une mère aussi qui était très, très rigoureuse, qui nous a vraiment très formés. Et dont l'éducation aujourd'hui impacte beaucoup, aussi bien dans la gestion de tout ce qu'on fait que dans la crédibilité qu'on a su bâtir et notamment aussi la personnalité qu'on a aujourd'hui. Donc, je profite de l'occasion pour faire un coucou à mon père. Donc, voilà. Et j'ai grandi à Sédhiou. J'ai grandi à Sédhiou, c'est qu'après le baccalauréat que je suis venu à Dakar, où j'étais orienté au département des lettres modernes, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est là où j'ai étudié jusqu'à avoir la licence des lettres modernes. Et après la licence, et comme nous, on n'avait pas eu la chance d'être sélectionné en master, parce qu'à l'époque, c'était une sélection. C'est quand on est venu que le système LMD a été appliqué. Donc, après la licence, il y a d'autres qui ont été sélectionnés en master et nous, on n'a pas été sélectionnés en master. Bon, tu peux parler de toi à la première personne. Tu parles de toi en nous et on. Dis je. C'est ça, c'est ça. Tu as toujours été à l'école. Voilà.
C'est ça. Donc, et puis voilà. Et ça, après, j'ai décidé de faire autre chose, de commencer déjà à écrire pour des sites et blogs français. Donc, j'ai commencé la rédaction web. Ah, tu faisais de la rédaction web. Oui, Ok, intéressant. c'est une amie qui était venue me voir un jour qui m'a dit, mais tu écris bien, tu es compétent, tu peux faire la rédaction web et pourtant ça paye bien. Et je lui ai dit comment ça se passe. Elle m'a expliqué et voilà, j'ai postulé, j'ai commencé déjà à écrire et on me paye. Et je commence à avoir goût voilà, De l'argent. de l'argent, quoi. C'est-à-dire que moi, j'écrivais pour la passion, Bien quoi. Tu sûr. vois. Donc, j'écrivais, je publiais sur Mhm. mes pages, sur les réseaux sociaux. Et quand on m'a dit qu'on pouvait écrire, être rédacteur web, c'est un métier qu'on pouvait faire et gagner de l'argent, j'ai postulé, j'ai fait les tests, je suis passé et j'ai commencé à travailler comme rédacteur web. Donc, chaque matin, on avait des sujets qu'on nous envoyait et on traitait les sujets, on écrivait des articles de 600, de 700, 800 mots, 1000 mots et on était payé au mot. Donc, c'était intéressant. Ouais, oui, c'était intéressant. Bien Donc, sûr. voilà. Certains amis ont décidé d'aller faire le concours de FASTEF pour être prof de lettres parce Mhm. que quand tu as la licence, tu as la possibilité de faire le concours de FASTEF pour sortir et être prof de lettres modernes. Mais moi, ce n'était pas mon option. Je ne voulais pas aller enseigner. Pourquoi? Parce que je savais que je pouvais être un brillant prof de lettres, mais je n'avais pas la passion. Je me dis, je ne veux pas être un mauvais prof. C'est-à-dire, un mauvais prof, c'est qui? C'est lui qui va dans le métier, alors que au fond, ce n'est pas sa passion. Au fond, il ne veut pas y aller. Donc, tu crois en suivre sa passion. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire ce qu'il veut, en fait. C'est-à-dire que, parce que quand je veux une chose, je mets toute la passion qu'il faut, je mets toute l'énergie qu'il faut, je me consacre à cela, je me donne les moyens d'atteindre les objectifs dans ça. Bon, ce que je voulais, c'était c'est la communication qui était ma passion, quoi. Donc, je suivais beaucoup, voilà, des gens comme Fabrice Savagnon et tout, qui Coucou m'inspiraient Fabrice. beaucoup, voilà, qui m'inspiraient beaucoup depuis la PAC. Bodo Group m'a inspiré. Bon, je me disais, moi, je veux faire ça, je veux créer un groupe et tout ça, être dans le conseil en communication, marketing politique et tout ça. Donc, je faisais beaucoup de recherches dans ces domaines. Et ces années-là m'ont permis de me consacrer à la lecture et à l'écriture. Donc, j'avais comme profession rédacteur web. Tu Ça, gagnais ta vie voilà, tranquillement. ça me permettait de gagner de l'argent. J'étais Mhm. chez moi, je travaillais avec des gens qui étaient en Bien France, sûr, j'ai partout. publié. Et certains, quand ils venaient, ils me disent, mais tu bosses? Je dis oui. Voilà. Et ils pensent que je bosse pas parce que c'est du Ouais, télétravail, bien quoi. À sûr, l'époque, c'était pas en vogue, en fait. bien sûr. Donc, c'est ça. Et je me suis formé dans le tas. C'est-à-dire, je lisais, je me documentais, etc. Bon, je suis passé beaucoup de temps à lire. Et mes lectures aussi ont beaucoup contribué à ma transformation personnelle, à mon engagement, à mon militantisme, à mon panafricanisme. Parce que quand tu fais lettres modernes, tu lis Voltaire, tu lis Rousseau, Rousseau, tu lis Kourouma, tu lis Kourouma. Feuillelot. Ah, je t'arrête tout de Ah, suite. voilà. Il faut qu'on s'arrête. Je voudrais qu'on s'arrête parce que Kourouma est un de mes écrivains préférés. Voilà, c'est ça. Donc, Je crois que j'ai lu tous ses livres et je vais rebondir là-dessus c'est ça. pour te dire quel est ton livre préféré de Kourouma. Bon, moi, c'est Allah n'est pas obligé. Oui, Voilà, Allah n'est pas obligé. J'aime bien ces livres avec l'histoire de Birahima. Donc, voilà, Enfant c'est soldat, Enfant soldat. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. De toutes les façons, Allah n'est pas obligé parce que voilà, absolument. ça nous permet déjà. C'est son dernier livre d'ailleurs Voilà. avant de décéder. Donc, Kourouma, son engagement m'a beaucoup inspiré Ah en oui, tant ça, je l'aime trop. qu'Africain. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup éveillé en moi ce côté panafricain. Mais aussi, quand on lit des gens comme Césaire, Senghor, le mouvement de la négritude, on est frappé par cette fibre de panafricanisme, cette fibre de patriotisme, cet amour pour l'Afrique. Alors, comment est-ce que tu peux partager? Parce que je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui Mhm. qui connaît peut-être Césaire de nom, qui connaît Senghor de nom, qui connaît peut-être Kourouma de nom, mais l'essence de leur message, qu'ils ne le connaissent pas. Tu vois, nous le connaissons parce que nous sommes allés vers la connaissance, mais moi, j'ai pas fait du tout lettres. Je suis une pure scientifique, Mhm. mais je pars du principe qu'une scientifique est toujours une littéraire. Absolument. Mais pour moi,
si tu pouvais résumer en un mot quel est le message de Senghor, quel est le message de Césaire, et finalement, je sais que c'est pas le sujet, mais c'est quoi finalement quand on parle de négritude, et cette négritude des années 40, comment est-ce que tu la transposes aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est aussi moderne en 1940, en 1950, en 1960 qu'en 2025? Oui, moi je pense que en fait, c'est des gens qui ont mené un combat dans le contexte. Et c'était un contexte de décolonisation où en fait, même quand tu regardes la littérature africaine, c'était la littérature de la deuxième période. On parle de période de contestation de l'ordre colonial. C'était une littérature qui était axée à montrer un peu en fait le projet colonial qui était un projet assimilationniste. C'est-à-dire assimiler l'Africain à l'occidental. Voilà, c'est ça. La réussite, je traduis, enfin, je Ça, reformule voilà. pour les gens qui sont moins érudits, ou Voilà, bien l'assimilationniste, ça veut dire qu'en fait, il y avait une condamnation du fait qu'on veuille réduire l'homme noir à devenir le bon homme, c'est l'homme noir qui singe le blanc, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ce projet-là qui est un peu décrié. Et aussi, en fait, les déphasages qu'il y a souvent entre ce que les colons disent et ce qu'ils font. Maintenant, il y a eu ce combat-là et le mouvement de la négritude, c'était comme le dit Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs des civilisations noires, c'est-à-dire que c'est le fait d'assumer qu'on est noir, en fait. C'est d'ailleurs le pourquoi on parle de nègre, en fait. Nègre, c'est un mot qui montre, en fait, qu'on s'en fout. On est nègre, on assume qu'on est nègre. On assume qu'on est de l'Afrique, on assume qu'on a des valeurs de civilisation qui sont différentes en fait des vôtres, quoi. Donc ce combat-là, c'était un combat qui consistait à valoriser la civilisation, la culture, à valoriser en fait l'homme noir en fait. Donc pour moi, c'est un combat qui était dans un contexte de décolonisation. Il fallait montrer qu'en fait, que tous ces préjugés qui étaient là, c'était pas fondé. Il fallait montrer que l'Afrique a une civilisation, l'Afrique a une culture qui est riche et l'Afrique a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, il fallait prouver ça. Donc, c'est ce rôle-là que même les maisons d'édition comme Présence africaine avec Alioune Diop ont joué. C'était qu'il fallait que l'Afrique soit présente. Et donc, tout le monde sait l'histoire un peu avec ses étudiants. Non, tout le monde ne sait pas. C'est toi qui étaient sais. Ah ouais. Mais tout le monde ne sait pas. Donc, c'est Voilà. intéressant de l'expliquer. Pour moi, c'est important que les jeunes ou bien que les acteurs politiques et autres puissent comprendre cette histoire. C'est-à-dire que il y avait ces intellectuels qui étaient en France, au quartier latin, et qui se battaient à travers la connaissance pour que l'Afrique soit présente. Et avec Présence africaine, qui était un cadre de réflexion, qui était une sorte de creuset qui permettait aux intellectuels et autres de pouvoir venir voilà, écrire, produire, transmettre leur perception de tout ce qui se passait, promouvoir les valeurs africaines. Et la littérature africaine a été un vecteur justement pour transmettre, pour valoriser, pour montrer en quoi notre culture est riche. Et cette étape de l'histoire est assez importante parce que ça a permis finalement la décolonisation en fait. Ça a permis parce que c'est ce qui a fait que les gens sont un peu sortis parfois dans l'obscurantisme et qu'ils ont compris les vrais enjeux des combats qu'il fallait pour que l'Afrique puisse avoir sa liberté, pour que la plupart des pays africains puissent avoir un peu donc leur souveraineté, voilà, leur décolonisation. Décolonisation politique. Mais est-ce que cette décolonisation politique s'est accompagnée d'une décolonisation mentale? Bon, en fait, décolonisation mentale, pour moi, c'est un processus. Et nous sommes toujours dans ce processus. Et j'expliquais tout ça pour dire qu'en fait, ce combat a été mené dans un contexte donné. Et ce contexte-là, c'est un contexte de décolonisation. Parce que, pour moi, le développement d'un pays sur un processus, quand on regarde même l'histoire des idées, même en France, la France du 15e, du 17e avec Louis XIV et la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Maintenant, ces mouvances-là intellectuelles jouent un rôle décisif.
en ce sens que ça permet en fait d'édifier les populations, en ce sens que ça permet d'informer, en ce sens que ça permet en fait de pointer du doigt les vraies problématiques. Et c'est ce qui a assuré cet éveil de conscience citoyenne. Et c'est ce qui nous a permis, pour certains pays africains, de demander voilà, la décolonisation pour la plupart des pays en 1960, parce qu'il y avait un combat que les intellectuels, que les écrivains, que les étudiants noirs à l'époque ont mené pour justifier certains préjugés, leur montrer que ce que vous pensez de l'Afrique, ce n'était pas ça, et prouver cela en produisant, prouver cela de manière scientifique, c'est ce que les Cheikh Anta Diop et autres ont fait. Maintenant, nous sommes dans d'autres combats. Aujourd'hui, on parle de combat de la souveraineté économique. On peut en parler largement, de toutes les façons. Mais ce combat a été précédé par un combat de décolonisation parce qu'il fallait d'abord avoir la souveraineté effective avec politique, etc. Que les Africains puissent avoir leur propre État et tout ça là. Et d'ailleurs, la littérature, la troisième période, critique. Maintenant, c'est là, les Kourouma avec... Soleil des indépendances. Ils disent maintenant, voilà, ils sont Monnaie, partis. outrage et défis. Les Blancs sont partis. Maintenant, c'est les Africains qui gèrent l'Afrique. Mais En attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà. Est-ce que tu as lu En attendant des bêtes sauvages et je pense que ce livre absolument. dénoncerait vraiment l'Afrique postcoloniale. Absolument. Avec le pouvoir. Avec le pouvoir, etc. La désillusion, la déception. Les dérives. Les dérives, parce qu'on pensait que si les colons, s'ils partent, que les Africains prennent les choses en main, que ça allait changer, qu'on pouvait, entre nous, quand même, s'entraider, qu'on pouvait éviter de faire certaines choses. Mais c'est après qu'on a vu quand même les guerres fratricides. C'est après qu'on a vu beaucoup de choses. On peut dire peut-être qu'il y a la responsabilité de certains colons certains pays étrangers, mais il y a une part de responsabilité qui incombe à l'Afrique, qui incombe aux Africains, qui incombe en fait aux gens qui nous dirigent. Alors, tout ça, ça m'amène, quand tu me parles de ça dans ton parcours, donc cette passion pour la littérature et l'éveil des consciences que ça a pu avoir sur ta vie personnelle, dans ton histoire personnelle, ça m'amène à te dire ce qui t'a amené, est-ce que c'est ça qui t'a amené à créer le Elmo Group aujourd'hui? Elma Group, pardon, excuse-moi, Elma Group, qui est un groupe axé autour de tout ce qui est littéraire, de l'édition, de l'écriture, etc. Tout ce qui est ICC, oui. Alors, je pense avant Elma Group, j'ai eu une longue expérience parce que j'ai expliqué que j'ai commencé la rédaction web. Tout à fait. Après la licence, je suis intéressé à la communication, je voulais avoir de l'expérience, j'ai conseillé des gens gratuitement, je voulais apprendre, etc. J'achetais des livres, je lisais, je me documentais. Et donc, c'est comme ça que je me suis formé avant même d'aller m'inscrire encore pour faire les masters communication et tout ça, là, continuer les études. Parce que les études, on n'arrête jamais. Tant qu'on a la possibilité, on continue. Et en 2019, j'ai publié mon premier livre, Écrit pour agir. Donc, Écrit pour agir vient de toute ma perception de la littérature. Donc, après avoir assez lu, après avoir été impacté par certains auteurs, j'ai eu une autre perception de la littérature qui n'est pas seulement cette perception qu'on nous dit toujours, souvent, que oui, quand on est littéraire, on parle bien, on écrit bien et tout ça. Là, pour moi, c'est le côté... cosmétique. Voilà, c'est le côté vraiment cosmétique. Et esthétique de la chose. Esthétique de la chose. Mais il y a une perception beaucoup plus profonde que ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la perception qu'on doit avoir en Afrique. C'est la fonction cognitive de la littérature, comme le dit Antoine Compagnon. C'est la littérature comme un instrument de réparation de l'injustice sociale. Très puissant. C'est la littérature comme un moyen de survie. Et c'est Antoine Compagnon qui dit que la littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de nous tenir debout. Absolument. Alors, comment est-ce que la littérature peut être un instrument de guérison, un instrument de réparation? Comment est-ce que toi, dans ta vie, comment c'est devenu ça? Ça nous ramène, d'abord, je donne l'exemple de la littérature africaine. La littérature africaine, on dit que c'est en 3 phases. Phase de consentement,
C'est-à-dire que, bon, à l'époque, les écrivains... Non, on n'est pas des spécialistes des lettres. Voilà, Il faut voilà, nous expliquer les 3 phases là. Nous, voilà, on connaît des gaous. Hein. j'explique, voilà. Et deuxième phase, contestation. C'est-à-dire que Donc, consentement, contestation. La contestation, désillusion. Désillusion, contestation et désillusion ensemble, ou c'est désillusion la troisième phase? Désillusion, c'est la troisième. Donc, première phase, consentement, c'est quand? Consentement, c'est... Bon, consentement, c'est pratiquement vers 1900, depuis 1900. D'accord. Qui on met dedans? Parce que bon, comme écrivain. Classe que, bon, c'est Batouala de René Maran, qui est le premier roman considéré comme un roman négro-africain. Comment ça s'appelle? Batouala de René Maran. Batouala de René Maran. Oui, je pense que je vais parler sous le contrôle des profs de lettres. Hein, je ne suis pas prof, mais je sais que dans mes cours de littérature, on m'a parlé de Batouala de René Maran comme premier roman. D'accord. Il est de quel pays? Batouala de René Maran, il est écrivain antillais. D'accord, des Antilles. Oui, René Maran, ok. René Maran, voilà. Mais d'autres parlent des 3 volontés de Malik. 3 volontés de Malik. Amadou Mapate Diagne, qui a servi chez moi à Sédhiou. D'accord. On dit que les 3 volontés de Malik étaient considérées comme le premier roman c'est bien, on apprend. Voilà, négro-africain, quoi. Donc, bon, d'autres disent, certains profs, il y a un débat autour, parce que du fait de sa brièveté, ce roman n'était pas considéré totalement comme un vrai roman. Donc, il a fallu attendre le Batouala de René Maran pour qu'on puisse dire que, voilà, il y a maintenant une littérature nègre. Une littérature nègre à l'écrit, quoi. Donc, l'Afrique a connu une longue tradition d'oralité. On parlait de la littérature orale depuis le Manding, quoi, avec Sundiata et tout ça. Donc, c'était une littérature orale qui Bien était... sûr. On a cette culture d'oralité par la transmission griotique. C'est ce que j'allais dire. Djibril Tamsinian qui a formalisé l'épopée de Sundiata. Absolument. Donc c'était une littérature qui n'était pas engagée en fait, la littérature de consentement. Il a fallu attendre dans les années, je pense, année Deuxième Guerre mondiale, 40. Des années à partir de 30 et tout 40, ça là, ouais, 30-40. pour parler de littérature de contestation. Contestation, c'était par rapport à certains écrivains comme Fernand Oyonnax. C'est ce que je pensais à lui, Une vie des nègres. Voilà, donc comme d'autres écrivains qui justement utilisaient la plume pour pouvoir dénoncer. Donc la plume est devenue un instrument de contestation, un outil de langue coloniale. De langue, voilà, l'éducation du colon permet à ce moment-là à nos intellectuels éduqués de pouvoir exprimer leur frustration et contester. Et de pouvoir montrer en fait ce projet colonial qui était bâti sur l'assimilation, qu'il fallait montrer que nous sommes africains, nous ne serons jamais européens ou français. Donc, on doit être enraciné dans notre culture et tout ça. Mais on montrait surtout, en fait, ce déphasage qu'il y a souvent entre ce que les colons disaient et ce qu'ils faisaient. C'est que le message que le colon prêchait à l'église et tout, le message de justice, le message d'égalité, etc., mais qui, dans les faits... ne s'appliquait pas aux Noirs. Voilà, ça ne s'appliquait pas aux Noirs. Même à l'église... quand on lit Oyonnax, parfois on voit en fait qu'il y a une place discrimination, pour les Noirs, une place pour les... Absolument. Donc c'est tout ça. Donc c'était une sorte de révolte contre ce système qui était là, donc qui ne collait pas, et voilà. Et cette révolte-là a permis à beaucoup d'intellectuels de faire une prise de conscience, quoi. Donc, ça a accéléré le processus de prise de conscience citoyenne. Ça a permis aux gens de comprendre qu'en fait, qu'il fallait tendre vers la décolonisation. Il fallait qu'on soit nous-mêmes, il fallait qu'on puisse être des Africains avec nos États, avec nos moyens politiques, etc. Et que voilà, qu'on puisse faire les choses comme on le pense, les choses à l'africaine et tout ça. Donc, voilà. Et la littérature a joué un rôle intéressant parce que ça a permis d'accélérer ce processus de décolonisation en édifiant les gens, en jouant ce rôle de conscientisation. Et comme la plupart des peuples, des grands peuples qui ont connu une période de révolution, c'est qu'il y a eu un rôle de la littérature qui a été décisif. Quand on parle, par exemple, de la Révolution française, mais la Révolution française découle
de ce travail littéraire et intellectuel. Parce qu'une des figures les plus emblématiques de la Révolution française, Maximilien Robespierre, dit Robespierre, absolument. qu'il a été influencé par les idées de Rousseau. De Rousseau, absolument. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, ce travail de littérature, qui n'est pas un travail de mots seulement, c'est un travail qui permet d'assurer l'édification du peuple, d'assurer cette transition, de sortir de l'obscurantisme pour aller vers les Lumières. Et permets-moi de citer Voltaire qui disait Paris est comme la France est comme la statue de Nabucodonosor, en partie or et en partie franche. Mais la lumière réapparaîtra au terme de la vision de Babouk. Babouk, c'est cet homme lumière, l'homme des Lumières en fait, qui est venu pour sortir les gens de l'obscurantisme. D'accord. Parce que la fange fait allusion à tout ce qui n'était pas bon. Tout ce la fange, c'est-à-dire tout ce qui est malsain. C'est ça. Et donc, Babouk, c'est l'homme des Lumières. L'homme des Lumières qui était censé véhiculer la connaissance, qui était censé sortir les gens de l'obscurantisme. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, que la connaissance, la transmission de la connaissance, la circulation de la connaissance permet de combattre l'obscurantisme. Donc là, on est dans la deuxième période. Et la troisième période, désillusion? Désillusion, c'est par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, les Africains même sont tellement déçus par les Africains eux-mêmes qui se prennent le pouvoir, qui sont comme nous, qui sont des concitoyens, mais qui parfois même utilisent le Félicitations au président Biya pour sa 1000e réélection. Voilà. Donc, non, mais pourquoi j'en parle? Quand les Africains sont déçus, je ne suis pas politique, mais voilà. je peux me permettre de dire que Biya, quand même, à presque 100 ans, gouverne un peuple qui a moins de 35 ans, quoi, 80%. Ça rentre dans le cadre de la désillusion. C'est vraiment la désillusion dans sa réalité. C'est ça. Les Africains sont... Désolé pour les amis du RDPC. Sont déçus souvent. Souvent, les gens qui sont élus, qui viennent au pouvoir et qui en font une affaire de famille, de copains, de transmission, voilà. Une royauté, un royaume. Parfois même prêt à faire de la guerre pour conserver le pouvoir, en fait. Donc, et comment toi, tu t'inscris dans cette période de désillusion? Aujourd'hui, dans quelle période peut-on dire que nous sommes? Est-ce que c'est la prolongation de la désillusion? Est-ce que Elma, dans son travail d'édition et de promotion de culture, de littérature, s'inscrit dans cette désillusion, d'accord? Ou alors, est-ce que Elma s'inscrit dans un nouveau mouvement? Est-ce qu'il y a un quatrième mouvement qui est là, ou qui est beaucoup plus éclectique, ou, moi, je dirais, c'est plus un mouvement d'éducation, entre guillemets, que nous faisons, parce que nous sommes... j'écris, d'autres amis écrivent, d'éducation plus de la culture, je ne sais pas. Je suis juste en train de... Oui, je pense que nous sommes dans le quatrième mouvement. Et ce quatrième mouvement-là, c'est quoi? C'est que on ne se contente plus de rester et regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont pris leur destin en main. Les Africains, vraiment? En tout cas pour la plupart. En tout cas, ceux... J'ai des doutes. Ceux qui sont en train aujourd'hui, comme toi par exemple, qui aujourd'hui sont en train de travailler à déconstruire certains mythes, en fait. Parce que le pouvoir était un mythe en Afrique. Ça revient à dire quelque chose. L'activisme n'est pas forcément politique. Oui. Il est à travers... Moi, je pense que ce que tu fais, c'est de l'activisme. Oui, c'est du militantisme. C'est du militantisme, de l'activisme, du militantisme. C'est une façon de réécrire les choses, de contribuer au narratif. Absolument. À travers la mission de... Je vais m'arrêter peut-être à l'édition. C'est votre activité principale, n'est-ce pas? Oui. Pour moi, c'est du militantisme, mais c'est de la politique aussi. Oui. C'est Bassirou Ben-Yahmid qui disait en fait que un patron de presse... Bon, je vais peut-être paraphraser. Moi, je dirais... Il dit un patron de presse, un homme politique qui n'a pas les mains entachées de sang. Moi, je dirais peut-être que l'éditeur que je suis un homme politique qui n'a pas les mains entachées de sang. Je suis un homme politique et militant parce que quand on parle de politique, souvent on pense qu'il faut être dans la politique. Oui, c'est ce que j'explique aux gens. Tu n'as pas besoin de militer. Voilà. Donc, pour moi, la politique, c'est une affaire d'idées, c'est une affaire de vision, c'est une affaire de militantisme. On milite pour une chose. On peut ne pas être peut-être dans un parti, mais... on peut être militant, faire de la politique pour changer les choses. Toi, tu milites pour le livre africain? Moi, je milite... Pour la culture africaine?
pour la culture, mais au-delà même de la culture, je milite pour une industrie culturelle africaine. Oui, oui, bien sûr. C'est ce que je veux Absolument. dire quand je Voilà. dis culture, Mais c'est tout aussi, ce qui est je industriel, milite pour industrie que, ICC, pardon. je milite pour que les Africains puissent comprendre que c'est par la culture qu'on peut arriver à atteindre les niveaux de développement dont nous rêvons. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? Comment? Parce que j'ai évoqué un peu l'histoire de la France en parlant vraiment de la révolution La industrielle. révolution de Robespierre, Et tu cher as Anta cité... Diop et certains penseurs l'ont écrit. La culture, en fait, c'est une voie qui est fondamentale pour aller. C'est quoi? C'est que nos populations doivent comprendre, en fait, que qu'ils doivent s'enraciner, qu'ils doivent, en fait, s'appuyer sur des éléments endogènes. On parle d'endogène, développement endogène, économie endogène et tout ça. L'endogénité est là. Mais c'est le fait de comprendre qu'on doit s'appuyer sur nous, ce qu'on a. On doit s'appuyer sur notre culture, sur notre potentiel, sur tout ce qu'on a. Et la culture joue un rôle décisif. La culture permet de bâtir les citoyens modernes. Parce que quand on parle de culture de manière large, il y a l'éducation dedans. Il y a la formation dedans. Et quand on regarde, par exemple, dans les cultures africaines, les initiations, par exemple. Absolument. On initie quelqu'un. On dit qu'on initie quelqu'un, par exemple, en Casamance, à Sédhiou, chez nous, le Djambadon. Tu peux nous expliquer ce que c'est, le On Djambadon? parle de Djambadon, on parle en fait, de l'initiation. Non, je sais que c'est une initiation, mais est-ce que tu peux nous expliquer C'est-à-dire que quel type d'initiation? Parce les que circoncis sont... la circoncision est une initiation où à partir de 7 ans, les hommes deviennent des hommes. Voilà, c'est Les ça. enfants deviennent des hommes. Ils ne deviennent hommes... Mais est-ce que les Djambadons, c'est la travers- même chose? Oui, ils ne deviennent hommes qu'à travers l'initiation, en fait. Absolument. Ils sont initiés, on t'apprend des choses, des règles, des choses à faire, à ne pas faire. Et tout ça, c'est dans la culture. Et ça contribue, en fait, à former les gens, à bâtir, à construire des citoyens modernes. Et quand on dit, en fait, développement, on oublie ce volet-là. Parce que ça a un impact social considérable. Mais finalement, la politique, c'est pour qui? C'est pour quoi? C'est pour les hommes. Les sciences humaines nous permettent de comprendre l'homme et son univers. Absolument. Parce qu'il faut comprendre d'abord l'homme. Parce que quand on veut faire une route, on veut investir dans tel et tel, c'est pour qui finalement? C'est pour l'homme qui est dans son univers, dans sa localité, qui est dans son pays, etc. Donc tout nous ramène à l'homme. Et la culture nous ramène à l'homme. Et c'est le soubassement de l'homme. Donc si tout nous ramène à l'homme, commençons d'abord par ce qui fait l'essence de l'homme. Et pour moi, ce qui fait l'essence de l'homme, c'est sa culture. On s'identifie par elle et on se construit à travers elle. Quelle est ta culture? Moi, je suis Balante, mais je suis né dans le Pakao, donc au milieu des Mandingues. Je suis beaucoup plus enclin peut-être dans la À être culture mandingue que Balante. Mais je suis Balante. Mais ta culture. Mais ma culture, en fait... Parce qu'il y a une culture, il y a la naissance et il y a la culture. Oui, Moi, je je suis suis de naissance Peul, Wolof, Malinké, mais je suis de culture plus Wolof et plus Malinké peut-être. Moi, je suis de culture mandingue. Peul. Je suis Balante, mais je suis de culture mandingue. parce Oui, que je suis né, Mandingué, voilà, Mandingue, c'est ça, même père, même c'est ça. mère. Donc, pour moi, la culture a une force. Donc, il faut vraiment accorder une importance capitale. Et tout le monde, il y a beaucoup de penseurs qui reviennent sur ça. Cheikh Anta est célèbre pour avoir vraiment théorisé tout ça. Et déconstruit beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça. Et pour moi, on doit vraiment mener un combat pour permettre nos jeunes de comprendre, d'avoir une idée de sens. Et c'est à travers la culture qu'on peut le faire. C'est à travers la culture qu'on peut changer les narratifs. Donc, et c'est à travers la culture qu'on peut inculquer des valeurs fortes aux jeunes. C'est à travers la culture qu'on peut assurer une certaine transmission. Et l'édition joue un rôle décisif dans ce sens où l'édition nous permet d'assurer cette jonction-là, cette circularité des idées, quoi. Donc, voilà, nous jouons ce rôle de transmission qui permet de conscientiser la masse, parce que l'écriture consiste à vraiment mettre sur le papier ce qu'on a vécu, ce qu'on a pensé. Est-ce que les gens lisent?
Oui, les gens lisent en fait. Est-ce que les gens lisent? Parce que c'est vrai, nous écrivons, mais est-ce que les gens lisent ce que nous écrivons, nous, Africains? Oui, en fait, c'est-à-dire que le rôle, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'intéresser à ce qu'on écrit en Afrique, à ce que nos auteurs écrivent, au sujet qu'on écrive. Donc, cela, c'est un rôle que les éditeurs doivent jouer. Mais ils ne C'est le un jouent rôle pas. de... Excuse-moi, je vais t'arrêter tout de Oui, suite, oui. parce que moi, j'ai publié. Je trouve que les éditeurs, ils jouent leur rôle de publier, mais ils ne jouent pas ni la diffusion, ni la distribution, la communication pas terminée. Je sais que c'est peut-être des histoires de moyens. Mhm. Euh, est-ce quel est le rôle de l'éditeur en Afrique? Moi, j'ai l'impression que son rôle, c'est publier et puis c'est fini. Oui, bon, en fait, tout dépend de la perception qu'on a du secteur, tout dépend de l'éditeur qu'on est, tout dépend aussi des dispositifs et des moyens qu'on a. Je pense que c'est peut-être ça le challenge. Oui, mais bon, peut-être qu'on va parler de ça, du problème du secteur carrément, généralement, mais il y a de vrais problèmes, il y a de vrais soucis, effectivement. Ok. Et c'est On va pourquoi on a remonter. besoin d'entrepreneurs visionnaires, d'entrepreneurs capables de pouvoir apporter des solutions structurelles. Parce que déjà, nous sommes dans un secteur, souvent dans la plupart des pays africains, le secteur de la culture est dans l'informel. Oui, mais je pense que moi, je vois en Afrique anglophone, ils sont plus structurés. Oui, oui, oui. En Parce qu'ils ont, Nigeria, parce, au parce qu'ils ont, Kenya, surtout au Nigeria et au Kenya. parce Et qu'ils ont, ils Centrafrique, ont compris, en fait, qu'il y a du business. qu'il y a du business à faire. C'est ce que les pays francophones ne comprennent pas. C'est-à-dire que les pays francophones, pour la plupart, c'est cette perception patrimoniale de la culture qu'ils ont. C'est, quand on parle de Transmission et culture, quoi. c'est convoquer les anciens, c'est le patrimoine et tout ça. Mais derrière, il n'y a pas un écosystème business. Alors moi, j'ai deux amis qui, par défi, qui sont écrivaines. Mm. Anzata Ouattara, en Côte d'Ivoire, et Mawa Bakayoko, qui peut-être par dépit, elles ont pris leur destin en main. Mm. Et elles ont décidé, OK, je suis écrivaine, c'est mon métier, je veux vivre de ça. Et donc, elles ont décidé de créer leur maison d'édition Absolument. afin de prendre cette part business-là et de faire du business avec leur... Oui, oui, c'est bon, c'est la perception. C'est la perception même que souvent les États ils ont du secteur. Parce que souvent les secteurs de la culture, comme c'est pas structuré, l'État dépense beaucoup d'argent. Vous savez, quand vous avez un secteur qui n'est pas structuré, tout ce que l'État donne comme argent, c'est un don, soit c'est un accompagnement, soit c'est... Il n'y a pas un retour sur investissement. Oui, parce que j'ai un ami aujourd'hui qui est ministre de la Culture au Mali, coucou Mamou, et qui lui a créé un écosystème culturel autour du Festival du Niger à Ségou. Donc, dont je suis partenaire. Je suis très régulièrement à Ségou pour ce festival chaque février. Et Mamou est devenu ministre après. Il a d'abord créé son écosystème. Donc, autour du festival qu'il a créé il y a une vingtaine d'années, il a créé des hôtels, il y a un centre culturel corée, il y a maintenant de la formation. J'accompagne leur master aux industries culturelles et créatives. Donc, il a compris qu'il y avait possibilité de créer du business. Absolument. Et il y a de l'édition, il y a des absolument. éditions du centre culturel corée, etc. Absolument. Pour moi, c'est un des modèles que j'ai, c'est vraiment ce modèle de Mahmoud Afé, qui récemment, enfin il y a à peu près un an, je crois, est devenu ministre de la Culture du Mali et qui mérite de l'être, en fait, parce qu'il a créé cet écosystème autour de la culture et montrer que bon, ça peut être un business. Ben oui, il a des hôtels, il y a tout un écosystème. Hein. Quand tu vas à Ségou, il a développé, il a construit sa maison, il a construit le centre culturel, il a construit... J'ai mon cousin aussi à Saint-Louis qui a, autour de la culture, bon, lui, il a sa maison, il en a fait un hôtel, résidence. Il a le musée de la photo, il a un musée d'histoire, etc., Doudou Diaw. Donc, il y a quand même des acteurs qui se positionnent sur ça. Et c'est ça, je te dis ça pour t'amener, pour revenir vers notre conversation avant le podcast où on parlait du rêve africain. Comment est-ce que ce rêve africain se construit à travers ce que tu fais? Tu construis ton rêve africain à travers ce travail que tu fais dans les ICC. Oui, en fait, moi, ce qui a fait que j'y suis et que je continue d'y être, c'est parce que j'ai pris le temps de connaître le marché. Pour moi, c'est la première règle quand on veut entreprendre.
on est sur un marché, on essaie de comprendre le marché. Comprendre le marché, c'est quoi? C'est de voir d'abord le potentiel du marché. C'est quoi comme chiffre d'affaires? Parce que moi, je suis pas un éditeur tout simplement qui est venu pour la passion, hein. Non, je veux gagner de l'argent. Voilà, c'est ça que Voilà, je veux entendre. ben oui, C'est important. Non, non, En mais fait, non. on dit Ah, le mais jet, non. l'argent, Mais c'est important. quand on est entrepreneur, pour moi, c'est pourquoi j'aime me définir comme un entrepreneur. Quand je dis Absolument. éditeur, ça peut avoir une autre connotation. Ça Parce change que tout à fait la perception, ça sent d'ailleurs. quand tu es francophone, tu es dans le pays francophone, tu dis que tu es éditeur, on considère que Tu es presque t'as un rien à faire, bénévole. t'as rien Tu es un à faire. bénévole. Voilà. Bon, moi, je me définis comme un entrepreneur parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à faire des chiffres d'affaires. C'est quelqu'un, pour moi, qui connaît son marché, qui apprend constamment pour voir les tendances du marché, pour voir comment faire pour réajuster son business plan, qui travaille à mobiliser des ressources, qui travaille à avoir, voilà, à élargir les choses. Donc moi, j'ai d'abord été écrivain, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai publié 2 livres en France. J'avais tout à fait des problèmes pour la distribution, pour avoir les bouquins, etc. Alors, et il y a des éditeurs ici, locaux, mais parfois c'est compliqué et tout ça. Bon, je me suis dit, je vais m'intéresser à ce secteur, je vais voir ce que je peux faire. Je me suis intéressé, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à voir les tendances du marché, j'ai commencé à me documenter et tout ça là. Je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas de maison d'édition créée par des Africains qui soit transfrontalière. Il n'y en a pas. Harmattan, Alors, je me suis dit, Harmattan, c'est français. c'est français. En Ah, fait. d'accord, ok. Ils ont des filiales en Afrique. Ils ont Ah, 15 ok. structures dont les 11 sont en Afrique Ok. francophone. Bref, bon, je me suis dit, écoutez, je vais commencer maintenant à m'intéresser aux Africains qui sont des entrepreneurs qui font des chiffres d'affaires de milliards. J'ai consulté la vie de Tony Elumelou, j'ai consulté la vie de Fabrice, de Stan Zézé et de Pathé John, Tu vois, il n'y a aucun nom de femme. Hein. C'est fou comment les femmes, Jean Kakou Djagou et on tout doit se ça. positionner. Hein. Je me suis dit, mais il y a des choses à faire en Afrique. Parce que comme beaucoup de jeunes, quand on est à l'université et tout ça, on a envie de voyager. On pense que bon, pour réussir, il faut aller à aller en France. l'étranger. Moi, je dis, ouais, tout ça là, il fallait aller en France, il fallait aller à l'étranger. Attends, Et quand on regarde un peu le potentiel, il nous reste 25. on se rend compte en fait qu'il y a du business à faire en Afrique. Alors, moi, quand je veux faire une chose, je me donne les moyens de le faire. D'abord, j'essaie de me documenter pour comprendre la chose, maîtriser le domaine et essayer de voir comment je dois me déployer pour atteindre les objectifs. Donc, j'ai commencé à lire tous les rapports sur l'industrie du livre en Afrique, tous les documents édités, publiés, etc. Alors, ça m'a donné une idée du chiffre dans le domaine. Et donc, j'ai une idée claire du potentiel. Quel est le chiffre? Tu peux partager avec nous? Déjà, le marché des industries culturelles, des industries culturelles, des ICC, le marché mondial, c'est à plus de 2500 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le marché. Plus de 2500 milliards de dollars. Alors, dans le dernier rapport de l'UNESCO sur l'industrie du livre en Afrique, on note que le marché mondial de l'industrie du livre est à 129 milliards de dollars. 129 milliards de dollars, le marché mondial du livre. Wow. De l'industrie du livre. Et sur ce marché, l'Afrique ne représente que 5,4%. Eh Dieu. Et donc, Comme l'Afrique d'habitude. fait un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars. Or, 18% de la population mondiale Et africaine. Donc, il y a un gap de 13% à Et ce même récupérer. rapport montre qu'il y a un potentiel de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, absolument. Concrètement, je me dis, il y a des choses à faire. Même plus. Il y a des choses à faire. Alors, il se trouve que quand vous regardez un peu les politiques publiques de nos États, les politiques publiques dans le cadre de la culture, souvent ces politiques publiques ne sont pas axées à développer des industries. Et c'est ce qui fait que le potentiel du marché est sous-exploité. Parce que souvent, on n'encourage pas en fait l'entrepreneuriat culturel. Quand je parle de l'entrepreneuriat culturel, je ne parle pas de l'entrepreneuriat en herbe. Non, non, j'ai compris. Je parle de l'entrepreneur, d'un gars comme Didier Awadi, comme Assalfo, voilà, des qui ont leur entrepreneurs. société, qui Bien font sûr. des choses, qui font des Non, chiffres non, d'affaires, etc. des Mahmoud Afé, des gens qui font du business. Et pour moi, nos États doivent... Youssou N'Dour. C'est ça. Pour moi, nos États doivent commencer à structurer
C'est-à-dire que, parce que c'est quand on structure, on met un cadre juridique, on met un cadre institutionnel qu'on peut dénicher les potentiels. Et c'est là où on peut savoir où est-ce qu'on peut mettre de l'argent, mais de l'argent qui peut contribuer à créer de la valeur ajoutée. Absolument. Alors moi, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, parce qu'on est sur notre chaîne parle de compétences, beaucoup compétences. Aujourd'hui, un entrepreneur culturel, quelqu'un qui veut ou quelqu'un qui travaille dans la culture, pour toi, quelles sont les compétences que cette personne doit développer pour pouvoir réussir? Bon, je pense que les compétences, d'abord, c'est... Les trois compétences essentielles. C'est d'abord, c'est une affaire de talent. C'est-à-dire? Le talent, parce que pour moi, que ce soit la musique, littérature, etc., la culture, c'est un domaine où souvent, ceux qui brillent sont des gens extrêmement talentueux. Le talent, d'accord. Le talent, il faut avoir de l'intelligence pratique. C'est-à-dire, comme tout entrepreneur, intelligence pratique, c'est quoi? C'est différent de l'intelligence comme ça là, qu'on a dans les classes. L'intelligence pratique, c'est-à-dire? L'intelligence pratique, c'est de savoir traduire ses idées en actes concrets. D'accord. Comment apprendre des autres qui font bouger les choses. Parce que c'est ça aussi. Quand on veut devenir footballeur, on suit Sadio Mané. Quand on veut devenir entrepreneur à succès, on suit des gens en Afrique qui ont réussi dans le domaine. Bien sûr. Donc c'est ça. Il faut essayer de voir comment prendre des autres qui ont réussi et comment prendre de tes idées et comment prendre de ce qui est sur le marché et le tout ensemble pour faire quelque chose qui est assez important, quoi. Donc la troisième chose, c'est l'originalité. Pour moi, il faut avoir un esprit créatif et innovant pour aller de loin. Parce qu'il y a la concurrence en face. Et donc, pour se démarquer, il faut avoir un cerveau qui bouge à 360 degrés. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Je récapitule. La première compétence, c'est le talent. C'est le talent. Que l'on soit dans la mode, dans la musique, dans l'écriture. Parce que la mode aussi est une industrie créative et culturelle qui est importante. Et on a beaucoup de personnes qui sont dans la mode qui nous suivent. Absolument. Deuxième chose, il faut l'intelligence pratique, c'est-à-dire savoir traduire ses idées en actions concrètes. Pas seulement, mais c'est vraiment une intelligence très pratique. Et la troisième chose, c'est la créativité, l'originalité. Trouver son point de différenciation dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup d'acteurs. Je parle du cinéma aussi, qui est une industrie créative très importante. J'ai déjà reçu ici Calistassi, qui est dans le cinéma. Donc, ce sont des compétences qui sont essentielles si on veut réussir dans les industries créatives. Alors, moi, j'ai une question pour toi. J'ai côtoyé des personnes qui ont le talent, qui ont l'intelligence pratique, qui ont la créativité, mais qui ne réussissent pas. Je dis une phrase d'Arsène Wenger que j'aime bien. Il dit que les gens de haut niveau ont une analyse objective de leur performance, en étant durs avec eux-mêmes. Il dit que l'humilité, c'est le savoir que la performance passée donne du crédit, mais pas de privilège. Ce qu'il veut dire par là, c'est que... C'est ce que je vais te demander, parce que c'est beaucoup de français, là, ça me dépasse. C'est ce qu'il veut dire par là. Là, ça me dépasse, là, le français me dépasse. Ouais, c'est en fait... Toi aussi, non? En fait, c'est les gens qui réussissent. C'est pas souvent des extraterrestres, c'est des gens parfois qui savent se regarder en face et dire que là, j'ai échoué, ici, je dois reprendre, ici, je dois refaire les choses. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour moi, tu dois être dans l'autocritique et auto-évaluation permanente. Donc, il doit être aussi entrepreneur. Parce que s'il a tout ça, mais qu'il n'a pas une mentalité, un mindset d'entrepreneur en tant que créatif, j'ai vu trop de créatifs se perdre. Ils ont tout, mais ils ne savent pas vendre. Il faut savoir maintenir l'effort. Il faut avoir du bon sens. Il faut savoir vendre. Il faut savoir, et justement, l'intelligence pratique. C'est la vente. C'est la vente. Non, moi, je reste toujours, je reviens très à terre parce que quel que soit le talent que tu as, si tu ne vends pas ce que tu as, moi, j'ai écrit un livre et j'ai compris que c'est bien, ma chérie, tu as écrit un livre, c'est super. Mais si tu laisses ton éditeur le laisser dans ses librairies et que tu ne fais pas le travail de promotion, de vente. Moi, je vendais mon livre comme on vend des cacahuètes, comme on vend des arachides. Si tu fais pas ça, tu n'as pas de business, tu vends pas. Non seulement il faut savoir vendre, mais il faut savoir se vendre. C'est ça. Se vendre, c'est tout le branding qu'on fait. Bon, tu parles à la reine du personal branding. Voilà, that's my job. Branding, voilà, c'est ça. C'est mon job. Voilà, c'est tout ça. C'est tous ces... il faut ces astuces, en fait. Il faut oser briller. C'est pourquoi je demande l'intelligence. Je parle de l'intelligence. Pratique. Parce que ça permet... parce que la connaissance vrague, là,
parfois, ça ne colle pas trop. Si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas trier, tu ne sais pas voir comment créer ce cocktail-là. Dans le business, ça peut être compliqué. On a vu des gens qui sont des intellectuels très brillants, mais qui ont échoué dans l'entrepreneuriat ou dans le business. Ah oui, Ça veut dire que c'est pas les mêmes compétences. C'est pas les mêmes compétences. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui... Oui. Il faut avoir le flair, il faut être quelqu'un qui est intelligent, il faut savoir tout de suite dénicher les potentiels des choses, il faut savoir tout de suite mettre en valeur le potentiel que tu as. Ben, c'est ça le plus important, c'est que on fait sa vie avec ses points forts. Il faut savoir identifier son point fort et comprendre aussi que la vie n'est pas linéaire. Il faut savoir maintenir l'effort. Parce que le pognon, l'argent, ça vient après. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu peux faire. Comme le dit Fabrice Savagnon, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Là, tu cites enfin des gens que moi, qui sont à mon niveau, là, c'était des gens trop compliqués pour moi. Hein? Et le gros français, donc, là. Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire, en fait? C'est-à-dire que quand tu as le talent, après tout ça, il faut... Comment tu le traduis? Comment tu le traduis? En valeur. Comment tu crées de la valeur avec... Moi, j'aime bien, pour moi, c'est créer de la valeur avec ce que tu as comme talent. Comme talent, mais c'est aussi, avoir une certaine personnalité, être crédible, être fiable. Crédibilité, fiabilité sont des outils très importants. C'est parce que les artistes, souvent, moi j'ai vécu dans pas mal de pays africains où il y a d'énormes artistes. Tu vas en RDC, je peux dire que tu as un vivier de peintres extraordinaires, mais des gens qui vivent d'un tableau à l'autre. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'industrie qui leur permet d'être sustainable. Comment on dit sustainable? Durable. Et j'aime beaucoup la démarche de Maman. Je discutais avec lui, tu connais Maman du Maman Show. Il me dit, écoute, moi, mon rôle, ma mission aujourd'hui, c'est de m'assurer que ces gens qui font rire deviennent des entrepreneurs et vivent du fait de faire rire les gens. Absolument. Parce que quand je suis arrivé dans l'industrie, je voyais en Afrique, les gens étaient des malheureux en fait, miséreux même, parce qu'ils ont un talent, mais ce talent n'est pas transformé en valeur. Il ne crée pas de la valeur. Absolument. Donc je pense que créer de la valeur, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on a un talent, on ne peut pas juste dire je suis bon. On doit maintenir l'effort, comme tu le dis. Et voir comment est-ce que je fais du business avec. Absolument. Non, moi, je suis très pragmatique, en fait. Non, c'est ça. Pour moi, un entrepreneur, quand tu as du talent, tu essaies de travailler à développer ce talent-là. C'est-à-dire que tu dois être permanemment aussi dans une sorte d'étude des tendances. Tu n'arrêtes pas, en fait. Mais c'est ce que je fais. Hein. Et tous les jours. Moi, je prends juste mon exemple. Je vais parler de moi, je ne sais pas parler. Récemment, j'ai lancé une chaîne sur MTN Côte d'Ivoire, avec un partenaire où tu vas sur ton téléphone, tu envoies un SMS à un numéro et tu reçois 4 vidéos de coaching de moi. C'est ça. Parce que c'est la tendance. Absolument. Moi, je suis toujours dans la tendance. Mais oui. Tu peux pas arrêter d'être dans la tendance. Tu dois toujours te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est vraiment pas facile, mais c'est ça. Nous, quand je crée également, par exemple, il y a beaucoup de choses aujourd'hui en termes de collection et d'idées. Comme tu m'as dit, il y a une collection sur laquelle on est en train de vouloir travailler ensemble. Tu m'as envoyé le concept note et tu m'as dit qu'est-ce que tu en penses. Les collections, j'ai créé les collections en fonction des tendances et des dynamiques. Mais on crée ma collection quand? Oui, mais non, pas celle-là, mais... Tu as envoyé le doc et puis... Oui, non, celui-là, mais moi, j'ai une autre collection en tête. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneur. Parce que je vous explique quand même, Elma est mon éditeur. Absolument, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que je l'ai connu? Il faut que j'explique. Voilà. J'ai rencontré parce qu'en fait, je cherchais un éditeur et un ami qui a aussi fait le podcast, Régis, m'a dit, écoute, contacte-le et vois comment vous pouvez travailler ensemble. Donc, je l'ai appelé, je raconte un peu notre histoire. C'est ça. Et très gentiment, il m'a amené aussi, j'ai découvert Afrotech, un espace extraordinaire où il y a 8000 titres africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que je trouve extraordinaire. Ici, basé à Dakar. Donc, je me suis proposé de t'inviter pour aussi parler du livre, c'est important, et de l'industrie du livre et de tout ce que tu fais. Et tu m'as dit, mais pourquoi je ne te connais pas, mais je t'invite à mon émission. Bah oui, parce que j'ai envie que les gens découvrent, te connaissent et sachent le travail magnifique que tu fais autour de la promotion du livre africain. Il y a énormément de choses aujourd'hui en termes de collection et autres que j'ai intégrées au fur et à mesure parce que tout cela montre que je suis quelqu'un qui tient à l'innovation et à la créativité. Je suis assez créatif et innovant.
je n'aime pas le statu quo, je veux faire bouger Oui, je les sens choses. ça, hein. Voilà. Je veux que ça bouge parce que je lis beaucoup, je regarde les tendances, je vois qu'est-ce que les autres font, qu'on peut intégrer. Quand je voyage, je regarde comment ça se passe, les secteurs. Et puis quand je reviens, je prends tout ce qui est bon, j'essaie de... C'est pourquoi D'adapter. quelqu'un m'a dit, quand j'ai lu le site de Elma, la vision que vous avez, je n'ai trouvé cela que chez vous. Je lui ai Moi dit, aussi, c'est j'ai normal. aimé ta vision. Parce qu'en fait, ça m'a pris du temps. Pourquoi ça m'a pris du temps? J'ai d'abord appris, j'ai essayé de regarder ce qui est là et qui n'est pas peut-être bon et comment nous, on peut faire mieux. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour faire ce que tout le monde fait Non, tu es et là qui pour... n'avance pas. Ok. Mais moi, je suis là, je veux avancer. Moi, je fais les choses qui avancent. Je travaille avec des gens qui veulent avancer. Alors, Donc, c'est intéressant ce que tu dis et ça m'amène à comment est-ce que on peut construire sa vision. C'est intéressant parce que construire ta vision, tu m'as dit, ça t'a pris du temps. absolument. Et une vision, concrètement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour quelqu'un d'avoir une vision, qu'il soit entrepreneur ou pas C'est d'ailleurs? important parce que moi, c'est ma vision, c'est la vision de Elma qui est notre premier outil de marketing. Tu peux partager la vision d'Elma? La vision de Elma, c'est aujourd'hui créer une industrie panafricaine du livre. D'accord, donc tu restes dans cette vision et Je reste dans cette tu t'accroches vision, à la je vision. m'accroche, Construisez j'essaie votre vision. d'élargir les choses. Et ce qui est frappant, c'est que même les financiers que je fréquente et tout ça, tout le monde apprécie la vision. C'est-à-dire que je parle avec quelqu'un 5 minutes. Ah, mais nous, on aime parce que nous, on aime l'argent. Tu as dit construire une industrie panafricaine. Voilà. Industrie. Industrie. Construire, c'est-à-dire que tu vas C'est ça. poser les briques. C'est ça. Une industrie panafricaine, ça veut dire qu'elle sera C'est ça, transfrontalière. transfrontalière, voilà. Et quand tu parles du livre, Et la on a appris première, hein. qu'il y avait du business dans le livre. Et la première, Et j'espère que les gars ne vont pas me piquer ma vision là. Je pense pas. Je pense que Non, c'est une boutade. Non, je sais bien parce que le plus important dans la vision, c'est l'exécution. Absolument, c'est ça surtout. C'est l'exécution. Ils peuvent prendre la vision. Et Tout le monde peut avoir 10 000 visions, C'est mais ça. si vous n'êtes pas, et tu l'as dit, l'intelligence pratique, c'est l'exécution de la Absolument. vision, il n'y a pas de concret. Alors, ton rêve africain, c'est quoi? bon, mon rêve africain, c'est Il ne nous reste que- pas beaucoup de temps, mais bon, on va... c'est que je crois foncièrement, comme le dit Stan, qu'on n'a pas besoin d'être... à Comme le dit Stan Washington. Zézé, mon frère Stan Zézé, voilà. c'est important qu'on dise ça. On n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin d'être à Washington DC, on n'a pas besoin d'être à Paris, on n'a pas besoin d'être à Montréal ou au Canada ou au Québec pour réussir, quoi, pour briller, quoi. On peut être en Afrique, on peut être à Dakar, on peut être à Cotonou, on peut être à Abidjan et créer quelque chose, une entreprise qui fait des chiffres d'affaires de milliards. Cela nous a été prouvé Absolument. par des entrepreneurs qui sont là, qui n'ont jamais été aidés, pistonnés par aucun président de la République, mais qui font des chiffres d'affaires de milliards et qui le font ici en Afrique. Donc, le rêve africain pour moi, c'est de croire qu'on peut rester en Afrique, être jeune, avoir des idées, développer ces idées, avoir une vision stratégique, essayer de développer cette vision stratégique pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs et avoir un impact considérable pour l'Afrique. Moi, mon objectif, pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat, j'aurais pu être professeur, je peux être dans la politique ou autre, mais pour moi, j'ai une grande ambition. La grande ambition, c'est quoi? C'est d'avoir un impact positif dans mon continent. C'est de créer des milliers d'emplois. Inch'Allah. C'est de mettre en place quelque chose qui peut me survivre, en fait. Demain, je ne suis pas là qu'on dise, comme on l'a dit avec Robert Laffont ou autre, que voilà. Ah oui, Robert Laffont, Aliou absolument. Diop, quand je vais là-bas et À qu'on présence est africaine. célébré, il n'est pas là. Donc ça te touche parce que tu sais qu'il a pu construire quelque chose pour le long terme. Et moi, je m'inscris dans le long terme. Et c'est important pour toute personne d'avoir une vision à long terme de sa vie. Legacy is better Legacy. than longevity, comme on dit. L'héritage est meilleur que la longévité. Voilà, c'est ça. C'est Donc, très important. Je pour moi, traduis, chaque jeune Africain doit penser un projet au-delà de lui. Moi, ce que je fais comme ça, là, c'est pas moi, parce que je peux avoir meilleur que ce que je suis en train de faire. Je peux être, si je veux demain en poste, j'ai ces contacts. Bien sûr, tu peux avoir ce Voilà. que tu veux. Mais j'ai préféré être dans l'entrepreneuriat. Parfois, c'est dur. mais Parfois, souvent. Voilà, souvent C'est pas parfois, c'est souvent dur. Voilà, c'est ça. Mais c'est la vie qu'on a choisie. Donc, voilà, on dirait l'a mon choisi frère. parce qu'on rêve grand. On rêve grand parce qu'on a envie d'impacter plus en Afrique. On a envie de créer des milliers d'emplois. On a envie d'être la solution à ce problème d'emploi en Afrique. Waouh. Donc, Alors, c'est ça. je vais te poser une question. Quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Les 3 valeurs, c'est
la conviction. Parce que pour moi, rien de grand ne peut se construire sans la conviction. La deuxième chose, c'est la foi. Conviction, donc croire en ce que l'on Croire fait, en ce que l'on fait. avec le cœur. Avec le cœur. Et comprendre qu'en fait, c'est pas que c'est difficile qu'il faut changer de voie. Parce que si on doit tous les jours changer de voie, finalement, on ne peut pas atteindre l'objectif. Non, donc, j'aime ça. La conviction, c'est quelque chose en fait qui nous fortifie. C'est quelque chose qui fait que même si on nous braque une arme sur la tête, on a envie de foncer, on a envie de continuer. Parce que ce qui nous motive est beaucoup plus puissant que la condition d'aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas aujourd'hui, c'est la finalité. C'est la finalité, c'est où on va avec cette conviction, où cette conviction nous amène. Nous amène. Donc, la foi, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un courage atavique, de ne pas être ébranlé. Parce que quand tu n'as pas la foi, parfois... Tu ne peux pas être entrepreneur. Tu es perturbé, tu es truqué, tu ne crois même pas... Tu ne peux même pas être entrepreneur. C'est ça. Donc, la troisième chose, c'est... La foi, d'accord. Donc, non, je répète pour les... Voilà. Je reformule. C'est ça, la conviction, la foi... Conviction, la foi. La crédibilité. Ah, la crédibilité. Il faut être crédible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, que les gens puissent te respecter dedans et que tu puisses inspirer confiance. C'est-à-dire que ne pas seulement se limiter à inspirer confiance, mais il faut que tu sois la confiance en elle-même. Waouh, ça c'est puissant. Il faut que tu sois la confiance en elle-même, la crédibilité. La crédibilité. Il faut être crédible. Wow. Moi, en tout cas, c'est mon point fort. C'est-à-dire que tu as tout de suite dit que c'est quelqu'un qui t'a parlé de moi. C'est du bouche. Quand quelqu'un te recommande, c'est parce qu'il y a de la crédibilité. Et au moins, tu as parlé de moi à 3, 4, 5... Aujourd'hui, c'est 10 personnes. J'ai parlé de toi à Fatim, à toutes mes copines qui écrivent. Voilà, c'est ça. Je sais que quand je viens vers Abidjan, je vois tout le monde, en fait. Donc, non, tu viens. Ah oui, aujourd'hui, on a parlé avec Zézé, Fabrice Sawignon, etc., que tu auras l'opportunité de rencontrer. Et tu m'as vu une fois, tu veux m'inviter. Donc, bien sûr. J'inspire confiance. Tu inspires confiance parce que tu es crédible. C'est ça mon ADN. Donc, c'est vrai en plus. Non, mais c'est super. Voilà, hein. Merci beaucoup. En tout cas, on arrive, je crois, à la fin de l'entretien. Je suis très ravi. Je ne me lasse pas. Je pense qu'on en fera un autre. Comme on dit, on est une famille maintenant. On est ensemble sur l'avenir, sur les projets. Et je voulais te remercier d'être venu. Et je vais te demander de fixer donc ta caméra et quel est ton conseil à mon audience, à cette audience que nous partageons aujourd'hui? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Bon, le conseil, c'est de demander, surtout aux jeunes, de ne pas désespérer, parce que l'espoir et l'optimisme sont essentiels dans tout processus de développement, dans tout processus de réussite. L'Afrique n'est pas une fatalité. C'est d'ailleurs le titre de mon 3e livre. C'est pas parce qu'on est né en Afrique que c'est fatal, qu'on est condamné à ne pas réussir, qu'on est condamné à rester derrière. Non. Nous avons un continent qui regorge de potentiel. Il faut écouter les gens qui sont des ondes, qui émettent des ondes positives, comme Nabou. Donc, merci. Des gens qui permettent aux gens d'être optimistes, en fait. Donc, je pense que la jeunesse africaine en a besoin. L'optimisme, l'espérance. Rien de grand ne se construit dans ça. Donc, continuer à avoir de l'espoir, continuer à développer des compétences et des talents, parce que à la fin de la journée, c'est ce qui compte, c'est ce que tu sais faire. Ça ne demande pas forcément d'avoir de gros diplômes. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Voilà, comme dit Fabrice. Voilà, ça demande d'avoir une compétence. Et je pense que chaque personne a une compétence, a un potentiel. Chaque personne a un point fort. Et je termine par une phrase d'Arsène Wenger que j'aime bien. On fait sa vie avec ses points forts. On a tous des points faibles. Et nos points faibles, les autres vont les combler, comme Nabou. Omar, c'est l'édité. Moi, je ne sais pas comment on fait. Voilà, c'est en tout cas. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Omar, merci d'être venu. Merci pour ce beau moment, pour tout ce partage, toute cette valeur que tu nous as apportée, parce que c'est de la valeur. Et on se retrouve bientôt. Je me demande si je vais pas créer un club de lecture avec mes différentes personnes, parce que je peux partager tous ces livres que vous écrivez tous. Merci. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Je viens d'avoir un entretien extraordinaire sur les industries culturelles et créatives, sur le livre avec Omar Mansali, directeur général du groupe Elma. Et si vous n'avez pas encore regardé, repartez en arrière, allez regarder. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche.
et de continuer à vous former, à vous informer, à vous développer. Ce n'est que comme ça que vous deviendrez inspirant, impactant, brillant et charismatique. Et surtout, n'oubliez pas de lire. À bientôt. Merci.